Et si je vous disais que certaines pièces exposées ici ont été volées? Que ceux qu'on appelle pilleurs ne sont pas toujours ce qu'on croit? Et que derrière certains titres officiels, il y a parfois des silences gênants. Des objets millénaires passés de main en main sans qu'on sache vraiment d'où ils viennent. Et pendant que certains donnent leur vie pour protéger l'histoire, d'autres la vendent. Salut, c'est Chris Détection. Aujourd'hui, on remet les choses à leur place. Détectoristes, archéologues, pilleurs, à chacun son rôle. Et vous allez voir que la frontière entre eux n'est pas toujours là où on l'attend. Alors, ils nous appellent les pilleurs, parce qu'on a un détecteur à la main, parce qu'on cherche à comprendre l'histoire là où elle se trouve, c'est-à-dire sous terre. A l'inverse, certains disent que tous les archéologues sont des voleurs en blouse blanche, qu'ils s'en mettent plein les poches, qu'ils gardent tout pour eux et qu'ils profitent de leur statut. Mais si je vous disais que l'histoire, elle est parfois trahie par ceux censés la protéger? Aujourd'hui, j'ouvre un dossier sensible, une enquête en plusieurs chapitres avec des noms, des dates et des faits. Pas pour accuser au hasard, mais pour remettre les choses à leur place. Parce qu'il y a des archéologues, il y a des détectoristes et il y a des pilleurs. Et ils ne sont pas toujours ce qu'on croit. Pendant des années, une image fausse s'est imposée. Détectoriste égale pilleur. C'est une généralisation, c'est un raccourci, mais un raccourci dangereux qui s'allie toute une passion, toute une communauté. Alors il faut savoir qu'en France, l'article du code L542-1 du code du patrimoine interdit toute détection sans autorisation préfectorale, même dans un champ privé et même avec l'accord du propriétaire. En Belgique, ça peut être un peu plus complexe parfois aussi. La Flandre, la Wallonie, Bruxelles possèdent chacune leur propre réglementation. Ça peut paraître pour certains parfois flou, parfois contradictoire aussi. En bref, résultat, un passionné mal informé peut très vite basculer dans l'illégalité et du coup se retrouver traité comme un criminel. Je vais vous parler brièvement de 3 cas qui ont été médiatisés et qui ont participé un petit peu à ce cliché qu'on a directement fait entre détectoristes et pilleurs. On commence par Patrice. Alors, à son domicile, les autorités vont découvrir des milliers d'objets, monnaies antiques, bijoux, fibules. Bref, au total, 27 400 objets vont être saisis par la police. Alors, il affirme les avoir trouvés seul, sans intention de nuire. Il ignorait le cadre légal, mais pour la justice, le chiffre suffit. Fouille illégale, absence de déclaration, recel. Il devient l'icône médiatique du pilleur moderne. Deuxième cas, un vigneron dans la Marne. Alors ce passionné va collectionner près de 13 000 pièces historiques retrouvées sur ses propres terres. Il les conservait dans sa cave, les étudiait, mais tout ça sans déclaration officielle. Résultat, 400 000 € d'amende. En bref, la passion étouffée par le rouleau compresseur administratif. Troisième cas, c'est celui du lac d'Aiguebelette. Alors c'est l'histoire d'un père et son fils qui ignoraient que le lac d'Aiguebelette était un site protégé et donc ils vont y détecter sans autorisation. Résultat, découverte sanctionnée, condamnation pour non-déclaration, même relaxé du chef de vol. Leur visage est maintenant directement associé au mot pillage. Du coup, tu vois, l'amalgame entre pilleur et détectoriste repose sur une ignorance volontaire. Oui, certains franchissent la ligne et ils doivent être sanctionnés. Mais généraliser revient à condamner toute une passion. Parce qu'il faut quand même rappeler que c'est pas l'outil en soi qui fait le pilleur, mais plutôt l'intention de celui qui le tient. Maintenant, tournons la caméra ailleurs, vers ceux qu'on oublie trop souvent d'interroger. On les appelle les gardiens du patrimoine. On leur confie la mission sacrée de protéger l'histoire. On leur donne des autorisations, des budgets et parfois même notre confiance aveugle. Mais parfois, cette confiance, elle peut être trahie. Parfois, effectivement, sous la blouse blanche, il n'y a pas que la passion. Et quand la frontière entre pillage et science devient floue, ce n'est pas seulement des objets qu'on perd, mais une part de notre mémoire collective. Pendant des années, Jean-Luc Martinez incarne l'élite culturelle française. Ancien président du Louvre, il représentait ce que la France voulait montrer au monde. La rigueur, la grandeur, bref, la défense du patrimoine mondial. Mais en 2022, tout bascule. Martinez est mis en examen pour blanchissement et complicité d'escroquerie en bande organisée. En fait, la justice l'accuse d'avoir validé l'achat de pièces archéologiques majeures, notamment des antiquités égyptiennes, sur la base de faux certificats de provenance. Alors, le certificat de provenance, on va en parler plus tard. En fait, ces œuvres n'étaient pas des découvertes scientifiques. Elles étaient, selon les enquêteurs, issues du pillage, profitant en fait du chaos du printemps arabe et du désordre dans la région à ce moment-là. En bref, t'imagines, le scandale est énorme. Les autorités égyptiennes exigent la restitution des objets, le Louvre d'Abu Dhabi, partenaire du projet, est éclaboussé publiquement et un réseau entier de faussaires, d'experts
et de marchands est mis en cause. Martinez nie avoir agi volontairement, d'après lui, mais la question demeure. Comment un président du Louvre a-t-il pu valider de tels achats sans jamais vérifier leur authenticité? Et un détail en dit long, à l'époque, certains conservateurs internes avaient émis des doutes sur les documents en question, mais ils n'ont pas été écoutés. Dans les sphères du pouvoir, certains préféraient oublier l'affaire, mais elle restera gravée comme l'un des plus grands scandales muséals modernes. Mais Jean-Luc Martinez n'est pas seul à apparaître dans ce réseau. Christophe Kunicki, marchand d'antiquités réputé, est au cœur du dispositif. C'est lui qui a fourni plusieurs pièces et surtout les faux documents qui ont permis de les légitimer. Alors Kunicki, il se présentait pas comme un trafiquant et il était même expert agréé de la Cour d'appel de Paris. Bref, un homme en costume cravate qui participait aux grandes ventes internationales et qui était membre du monde respectable. Mais derrière les vitrines brillantes, il aurait écoulé de nombreuses pièces pillées en Égypte et au Moyen-Orient. Des œuvres volées, maquillées par de faux certificats de provenance inventés de toutes pièces. Quand la justice enquête, elle découvre que plusieurs institutions internationales, musées, collectionneurs privés, ont été dupés ou ont préféré ne pas poser trop de questions. Alors pour Kunicki, les enjeux financiers étaient énormes. Une seule stèle vendue au Louvre d'Abu Dhabi lui a rapporté plusieurs millions d'euros. Son procès a montré à quel point l'étiquette expert peut servir de couverture parfaite. Alors et si on croit que ces dérives sont récentes, il suffit de se tourner vers le passé. 1923 au Cambodge. Un jeune homme ambitieux, André Malraux, futur grand écrivain et ministre français de la culture, s'aventure au temple de Bantai Srey, mais il n'est pas là pour écrire un livre. Avec son épouse et des complices, il démonte plusieurs bas-reliefs de ce temple millénaire, les emballe discrètement et tente par la suite de les revendre en France. Le vol est découvert, Malraux est arrêté, jugé et condamné. Mais quelques décennies plus tard, son passé de pilleur est totalement effacé. L'histoire officielle le retient comme le protecteur du patrimoine, l'icône culturelle française et il deviendra même ministre de la Culture. Alors une ironie cruelle, c'est que celui qui avait pillé ces temples finira par donner des discours enflammés sur la protection du patrimoine mondial. On passe maintenant à Émile Amelino. Missionné à la fin du 19e siècle, il est chargé de fouiller l'antique Abydos en Égypte. Mais son approche est un désastre. Plutôt que de procéder méthodiquement, il préfère détruire les couches successives du site pour en récupérer les plus belles pièces. Statues, bijoux, stèles, tout ce qui est moins intéressant est laissé à l'abandon, voire détruit. Pire encore, certains objets trouvés disparaissent mystérieusement sans jamais entrer dans les collections officielles. Des pans entiers de l'histoire égyptienne ont été perdus irrémédiablement. Comme quoi, être mandaté n'empêche pas d'agir comme un pilleur. Dans les années 1950, James Mellert est une star de l'archéologie, vraiment une star. Bref, ses découvertes en Turquie, elles bouleversent tout le néolithique et le monde archéologique. Des fresques anciennes, des peintures extraordinaires, des symboles mystérieux, le monde académique entier est complètement fasciné par ces découvertes. Et le public aussi. Par la suite, les musées et les universités vont s'arracher ces travaux, mais derrière cette success story, l'ombre d'un doute s'épaissit. En 1965, Mellert est interdit de fouilles en Turquie. Il est accusé d'avoir participé à un trafic d'antiquités, notamment en dissimulant des objets qui ont été pillés. Bref, il est banni. Des années plus tard, après sa mort en 2012, ses proches découvrent dans son bureau des carnets entiers. Des croquis détaillés de fresques prétendument découvertes, mais jamais existantes. Mellert aurait en fait lui-même créé certaines peintures qu'il attribuait ensuite à l'Antiquité. Alors tu vas me dire pourquoi? Eh bien parce qu'en archéologie, une découverte spectaculaire peut transformer une carrière ordinaire. Dans les années 1990, Interpol suit une piste étrange. Des antiquités de grande valeur surgissent sur le marché sans aucun historique vérifié. Très vite, l'enquête les mène à Giacomo Medici, un célèbre marchand d'art italien. Un homme élégant, discret, mais au cœur du plus grand trafic d'antiquités de l'histoire moderne. Quand la police suisse perquisitionne ses entrepôts à Genève, elle y découvre des centaines d'objets gréco-romains ou encore des carnets retraçant les ventes illégales, des photos de pièces encore couvertes de terre. Bref, tout un monde parallèle loin des vitrines. Medici travaillait en fait avec des fouilleurs clandestins en Italie. Puis il blanchissait ses pièces via des marchands respectables à Londres, Paris ou encore New York. Il y a même des musées prestigieux comme le Metropolitan Museum qui se retrouvent impliqués à l'affaire indirectement. En 2004, Giacomo est condamné à 10 ans de prison pour recel de biens volés.
Alors, au 19e siècle, Athènes est un véritable trésor archéologique à ciel ouvert. Et Athénasios Roussopoulos, archéologue et professeur respecté, en est l'un des gardiens. Mais il est aussi l'un des plus grands trafiquants de son époque. En 1865, Roussopoulos vend au British Museum un magnifique aribal grec, sans autorisation, sans licence. Quand les autorités grecques découvrent la transaction, elles sont scandalisées. Leur patrimoine national est en train de fuir à l'étranger. Roussopoulos est condamné à une amende et puis radié de la Société archéologique d'Athènes, mais ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Il faut savoir qu'au 19e siècle, beaucoup d'universitaires vendaient discrètement des pièces issues de fouilles pour financer leurs recherches, ou parfois aussi leur train de vie. Au tournant des années 2000, une découverte bouleverse la communauté archéologique. Un ossuaire en calcaire portant une inscription rarissime. Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus. Bref, le monde entier s'enflamme, l'objet pourrait être la plus ancienne trace archéologique du Christ. Mais très vite, des doutes surgissent. L'homme derrière l'ossuaire, Odette Golan, est soupçonné d'avoir falsifié l'inscription. Après un procès de 7 ans, Golan est acquitté pour défaut de preuves définitives. Mais les experts restent divisés. Le procès va relever aussi tout un réseau de faux objets bibliques circulant sur le marché, mélangeant le sacré et la fraude. Geert Hobbink, professeur renommé de l'université d'Oxford, est un spécialiste mondialement respecté des papyrus antiques. Mais en 2009, scandale. Il est accusé d'avoir volé plusieurs fragments bibliques et de les avoir secrètement vendus à des collectionneurs évangéliques américains. Les textes volés comptaient parmi les plus anciens témoignages du Nouveau Testament. Et encore aujourd'hui, une partie de ces fragments sont toujours portés disparus. En bref, le nom d'Hobbink rappelle que même les temples du savoir peuvent être contaminés par la cupidité. En 2023, le British Museum est frappé par une affaire retentissante. Un employé bien placé est soupçonné d'avoir volé des centaines d'objets dans la réserve. Des bijoux antiques, des fragments d'or, des pierres précieuses disparus en silence. Le musée tente très vite d'étouffer l'affaire, mais les fuites dans la presse obligent à une reconnaissance publique. On vient un petit peu en Belgique. Dans les années 2000, plusieurs pièces archéologiques disparaissent mystérieusement de l'Université libre de Bruxelles. Aucune annonce publique, pas d'enquête officielle, alors simple négligence ou complicité en interne, difficile à dire. Alors non, tous les archéologues ne sont pas des pilleurs, et tous les pilleurs ne sont pas archéologues. Mais l'histoire, elle montre une chose. Le savoir ne suffit pas à empêcher la trahison. Et la passion ne suffit pas, elle, à garantir l'honnêteté non plus. Et quand ceux qui sont censés protéger l'histoire la trahissent, c'est notre mémoire collective qui les abîme. Quand on franchit les portes des grands musées, on a l'impression d'entrer dans un sanctuaire, un lieu de savoir, de culture, de respect du passé. Mais si je vous disais qu'au cœur même de ces temples, des secrets bien moins nobles se cachent. Parce que parfois, ce qui brille sous la lumière des vitrines vient d'endroits où l'on préfère ne pas regarder. Pendant longtemps, les musées du monde entier ont appliqué une règle simple, ne pas poser trop de questions. Tant qu'un marchand réputé présentait un certificat, tant qu'une origine ancienne était évoquée, l'objet était acheté, catalogué et puis exposé. Peu importe si cet objet avait été extrait illégalement d'une tombe, ou encore s'il avait traversé 3 frontières secrètement, ça n'était pas leur problème. Et cette culture du silence, elle a eu des conséquences. Elle a ouvert la porte à des trafics immenses. Et du coup, elle a légitimé sans le vouloir des pillages à grande échelle. Le Metropolitan Museum of Art à New York, l'un des plus grands musées du monde. Plus de 2 millions d'œuvres exposées, mais en 2022, une enquête éclate. Plusieurs pièces antiques exposées fièrement avaient été achetées grâce à des réseaux mafieux. Parmi elles, un sarcophage égyptien du 1er siècle avant Jésus-Christ, acheté pour 4 millions de dollars. Le problème, eh bien, c'est que ce sarcophage, en fait, il avait été pillé en Égypte en 2011, en pleine révolution. Il aurait été revendu avec de faux papiers par des intermédiaires liés à Giacomo Medici, dont on parlait tout à l'heure, et Robin Sim, son complice. Tu l'auras compris, c'est 2 figures majeures du trafic. Résultat, le musée est forcé de restituer sa pièce à l'Égypte, et c'est un aveu d'échec pour une institution censée protéger, pas cautionner. Et cette histoire, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan des objets douteux.
Alors le Louvre d'Abu Dhabi, il devait être un symbole, un musée universel né de la collaboration entre la France et les Émirats. Mais en 2022, l'affaire éclate. Jean-Luc Martinez, l'ancien président du Louvre dont on parlait tout à l'heure, est mis en examen. Pour rappel, il est soupçonné d'avoir validé l'achat de plusieurs antiquités égyptiennes basées sur des certificats de provenance falsifiés. Des pièces qui ont été pillées pendant les troubles en Égypte et puis revendues à prix fort par des marchands peu scrupuleux. Du coup, ce qui devait être en fait une vitrine du dialogue entre les cultures s'est transformé en fait en une vitrine du trafic organisé. Le British Museum, symbole même de la culture mondiale, mais l'une de ses pièces maîtresses, la frise du Parthénon, reste au centre d'une bataille diplomatique depuis 2 siècles. Ces sculptures antiques ont en fait été arrachées à l'Acropole au début du 19e siècle par Lord Elgin, qui était en fait à ce moment-là l'ambassadeur britannique. Depuis, la Grèce réclame leur restitution, mais le musée refuse. Pourtant, aucune preuve d'acquisition légale n'a jamais été produite. En bref, juste l'habitude de posséder. Même certaines foires européennes de renom ont été concernés par des affaires de saisie, comme la Brafa à Bruxelles, mais nous y reviendrons plus tard. Alors ce chapitre, il révèle une vérité inconfortable. Ceux qui accusent parfois les passionnés de détruire le patrimoine sont parfois aussi ceux qui l'ont laissé s'envoler dans des galeries feutrées. Quand un amateur trouve une pièce sans autorisation, il est traité de criminel. Mais quand un musée expose un objet au passé douteux, on parlera ici d'acquisition culturelle. 2 poids 2 mesures, et surtout un système où parfois le vrai pillage porte une cravate. Quand on pense à la Belgique, on imagine les BD, les musées, les bières, en bref, pas vraiment le trafic d'antiquités. Et pourtant, ce petit pays au cœur de l'Europe est devenu au fil des années une plaque tournante du marché noir de l'art ancien. La Brafa, la prestigieuse foire d'art de Bruxelles, est un symbole. Un symbole, mais aussi un révélateur. En 2020, en plein salon, la police fédérale va saisir 34 objets directement sur plusieurs stands. Le motif, provenance suspecte, absence de traçabilité, soupçon de pillage et parfois même de financement indirect de réseaux terroristes. Et pourtant, aucun grand scandale public, aucun nom révélé, et la Brafa continue comme si de rien n'était. En bref, un silence lourd de sens, car ça révèle le vrai problème. En Belgique, les contrôles sont rares, les sanctions quasi inexistantes, et les circuits du marché noir passent souvent en toute discrétion. Avec ses ports ouverts comme Anvers, ses centaines de galeries d'art à Bruxelles et à Anvers, son positionnement central en Europe, la Belgique est devenue au fil du temps un sas d'entrée parfait pour les antiquités pillées. Le fonctionnement est très simple. Les objets transitent par la Belgique, ils sont blanchis via des foires, des galeries ou des ventes privées, puis ils partent vers Londres, Paris, New York ou encore Genève. Et comme la Belgique a longtemps manqué de moyens de contrôle, beaucoup d'antiquités douteuses ont simplement changé de main sans jamais attirer l'attention. Alors il faut savoir que jusqu'en 2016, la Belgique possédait pourtant l'une des cellules les plus efficaces d'Europe pour traquer le trafic de biens culturels. La cellule fédérale Art et Antiquités, en lien avec Interpol et l'UNESCO, interceptait régulièrement des pièces volées et surtout veillait les grandes foires. Mais en 2016, elle a été simplement et purement supprimée. Officiellement, par souci d'économie. Du coup, en réalité, sur le terrain, moins de contrôle, moins d'enquêtes dérangeantes, plus de discrétion pour les circuits gris du marché de l'art. Résultat, aujourd'hui, plus aucun service spécialisé en Belgique. Un vide béant. Et pour certains observateurs, la Belgique est désormais un trou noir du patrimoine culturel en Europe. On pourrait croire que ce ne sont que des exceptions, mais plusieurs affaires récentes ont prouvé le contraire. Et toujours ce même schéma, provenance douteuse, silence poli et disparition discrète vers d'autres marchés. Au milieu de tout ça, il y a des noms qui ne doivent pas être oubliés. Khaled al-Assad, archéologue syrien, directeur des antiquités de Palmyre durant 40 ans. Quand Daesh a pris Palmyre en 2015, ils ont pillé, détruit, dynamité les temples. Ils voulaient aussi trouver le trésor. Khaled a refusé de parler, il a refusé de trahir son patrimoine. À 82 ans, il sera torturé et exécuté. Son sacrifice, c'est un rappel brutal. Le rappel que l'histoire vaut plus que l'or. Et que dans les coulisses du marché noir, beaucoup préfèrent l'oublier. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que certaines pièces pillées à Palmyre ont fini en Europe et certaines sont notamment passées par la Belgique. Alors la Belgique n'est pas coupable de tout, elle n'est pas seule responsable, mais par ses silences, par ses failles, parfois par ses choix politiques, elle est devenue un maillon discret mais crucial du marché noir d'antiquités en Europe. Un marché où ici l'histoire allait être transformée en marchandise et où pendant que certains meurent pour défendre le passé, d'autres vont simplement choisir de fermer les yeux.
Alors quand on pense au trafic d'antiquités, on imagine souvent des pilleurs au milieu du désert ou encore dans des ruines poussiéreuses, mais la vérité elle est tout autre. Parce que le vrai business, il ne se déroule pas là-bas, mais ici. Dans les villes, dans des galeries feutrées, dans des salles de vente climatisées, un marché discret, un marché lucratif, et un marché qui brasse des milliards chaque année. Alors comment font-ils pour qu'un objet extrait illégalement devienne vendable? Tout commence par un site archéologique vulnérable. Une tombe oubliée, un temple en ruine ou encore un champ de bataille antique. Là, un objet est extrait, sans autorisation, sans relevé scientifique et sans documentation. Alors à ce stade, l'objet il est invendable dans les circuits légaux. Car sans provenance, un musée ou un collectionneur prudent ne l'acceptera pas. Alors comment ils font? Eh bien c'est simple, on invente une histoire. Un faux certificat, un faux propriétaire fictif, parfois même une vieille collection européenne sortie de nulle part, on antidate les papiers, on invente des transferts d'héritage et ainsi l'objet devient propre, blanchi, vulnérable, prêt pour le marché haut de gamme. Alors certaines galeries d'art agissent de bonne foi, elles se fient aux documents présentés et souvent elles n'ont ni le temps ni les moyens de vérifier chaque pièce en profondeur. Mais d'autres par contre savent parfaitement ce qu'elles font. Elles ferment les yeux volontairement, juste par appât du gain. Car une pièce antique bien provenancée peut atteindre des prix vertigineux. Et tant que personne ne pose de questions, tout le monde encaisse. Alors il faut savoir que, selon l'UNESCO, le trafic d'antiquités est le 3e plus grand trafic mondial après les armes et la drogue. Et qu'en bref, il génère entre 2 et 6 milliards de dollars chaque année. Et bien sûr, dans tous ces milliers d'objets qui sont volés annuellement, seulement 2% vont être retrouvés. Et tout ça, eh bien, ça se passe avec des structures qui sont bien établies, avec des intermédiaires qui sont spécialisés et un réseau aussi professionnel que n'importe quelle multinationale. Donc tu vois, le marché noir, il ne ressemble pas à ce qu'on imagine. Bref, c'est pas un voleur en cagoule, mais plutôt un homme en costard. C'est un marchand ou encore un collectionneur. Au final, la vraie question n'est pas qui a pris cet objet, mais bien à quel moment avons-nous accepté que l'histoire soit vendue comme une marchandise. Alors depuis le début de cette enquête, on a vu l'ampleur du trafic. On a vu les abus, on a vu les complicités, et pourtant il existe bien un autre chemin. Un modèle qui montre qu'une autre voie est possible. Un modèle où archéologues et passionnés travaillent ensemble. En bref, un modèle qui fonctionne. Alors, le Portable Antiquities Exchange, ou le PAS, a été lancé en 1997 en Angleterre. Son idée, elle est simple et elle est radicale. Fini la méfiance, fini les sanctions systématiques et plutôt place à la coopération. En bref, tout citoyen utilisant un détecteur de métaux est invité à déclarer ses découvertes auprès d'un spécialiste officiel, un Find Liaison Officer. Pas de peur, pas de saisie automatique, pas de menace. Simplement de la collaboration. Et en vrai, les résultats, eh bien, ils parlent d'eux-mêmes. Depuis sa création, le PAS a permis plusieurs choses. Plus d'1,5 million d'objets sont enregistrés dans une base de données. Il y a des découvertes majeures, comme le trésor de Staffordshire, qui, entre nous, est le plus grand ensemble d'objets anglo-saxons jamais trouvés. Et puis, bien sûr, il y a aussi la cartographie précise de milliers de sites historiques oubliés. Alors, ces données, elles sont ouvertes à tous et elles servent à plusieurs choses, notamment aux chercheurs, mais aussi aux musées, aux passionnés et même à l'éducation. Tu vois ici, le patrimoine, il n'est plus caché dans les caves, il est partagé, documenté et surtout préservé. Et tout ça uniquement grâce à la confiance. Alors qu'est-ce que ça change concrètement? Eh bien le PAS, il ne protège pas seulement des objets, mais il protège aussi le contexte. Parce que chaque objet qui a été déclaré permet par exemple de localiser d'anciens villages disparus, de comprendre les routes antiques ou encore d'étudier l'évolution des différents peuples. Et pour les passionnés, eh bien c'est de la reconnaissance, c'est être acteur de l'histoire et c'est parfois aussi voir son nom associé à des découvertes qui sont majeures. Et ici, quand un trésor est trouvé, le découvreur est rémunéré à hauteur de la valeur marchande qu'il partagera ensuite à 50-50 avec le propriétaire du terrain. Résultat, moins de pillages, plus de déclarations et plus de respect mutuel. Alors du coup, tu te demandes peut-être pourquoi ce système n'existe-t-il pas en France? Pourquoi pas en Belgique? Même si on a déjà un cadre légal par rapport à la détection de métaux? Eh bien, la réponse, elle est multiple. Tout d'abord, il y a le poids des institutions. En France, notamment, le patrimoine, il est centralisé. Ça veut dire que tout passe par l'État. Et lâcher un peu de contrôle, ce serait vu comme un aveu de faiblesse. Ensuite, il y a la peur des dérives commerciales. Beaucoup d'archéologues craignent que légaliser la détection, ce serait ouvrir la porte et attirer des chasseurs de trésors. Mais pourtant, en Angleterre, l'expérience prouve complètement l'inverse. Alors, il y a aussi le manque de moyens, parce que former des agents, enregistrer des objets, tenir une base de données
passionné, ça coûte du temps, de l'argent et surtout de la volonté politique. Il y a aussi cette vision élitiste de l'histoire. Certains pensent que l'histoire doit rester entre les mains d'une élite, qu'un amateur n'a pas sa place dans le processus, qu'il ne peut pas comprendre la grandeur du patrimoine. Et puis ensuite, il y a le manque de courage politique. Parce que ce combat, ce n'est pas vendeur, ce n'est pas populaire et ce n'est pas urgent. Alors, on préfère ne rien changer. On préfère ici la défiance au dialogue. Le pass britannique, il prouve une chose, que ce n'est pas l'outil qui est dangereux, donc ce n'est pas le détecteur qui est dangereux, mais plutôt l'intention de celui qui le tient. Que faire confiance, ce n'est pas abandonner le patrimoine, mais plutôt le protéger autrement. Que collaborer, ce n'est pas trahir la science, mais plutôt l'enrichir. Et si l'histoire est vraiment ce lien qui nous unit, alors il est peut-être temps de construire un pont au lieu d'un mur. Pendant toute cette enquête, on a gratté sous la surface. On a traversé des musées, des salles d'audience, des marchés d'art feutrés, on a vu les zones d'ombre aussi, mais maintenant il est temps de remettre les choses à leur place. Parce que la vérité, elle a trois visages. Tout d'abord, celui des pilleurs, des vrais, pas des passionnés, pas des chercheurs, des gens qui fouillent sans respect, qui éventrent des sites millénaires pour quelques grammes d'or, qui détruisent le contexte, piétinent les vestiges et arrachent l'histoire au bulldozer. Pour eux, ce qui compte, ce n'est pas ce que l'objet raconte, mais plutôt sa valeur. Et peu importe l'outil, que ce soit un détecteur, une pelle mécanique ou encore une pioche, le résultat est le même, un site est détruit et c'est une page de l'histoire qui est définitivement perdue. Ce sont eux les vrais pilleurs et ils doivent être sanctionnés. Ensuite, il y a les archéologues, les vrais. Des femmes et des hommes qui consacrent leur vie à comprendre l'histoire, à préserver ou encore à transmettre. Parfois dans des conditions extrêmes, parfois avec peu de moyens et parfois aussi au péril de leur vie. Ces archéologues-là, ce sont les gardiens. Mais on l'a vu, il existe aussi les dérives. La tentation de la gloire, l'appât du gain ou encore l'arrogance de se croire au-dessus des règles. Comme quoi, le diplôme ne fait pas l'éthique et le statut ne garantit pas toujours non plus l'honnêteté. Et c'est pour ça qu'il faut toujours rester vigilant. Sans haine, sans procès d'intention, mais sans aveuglement non plus. Et puis il y a nous, les détectoristes. Alors, pas parfaits, mais passionnés. Des amateurs dans le vrai sens du mot, ceux qui aiment. On est là, sur des chemins oubliés, dans des forêts, ou encore dans des champs labourés, non pas pour détruire, non pas pour s'enrichir, mais pour comprendre, pour sauver ce qui peut l'être, et pour raconter ce que la Terre garde encore de caché. J'ai même envie de dire qu'on cherche pas l'or. On cherche plutôt le lien qui va unir hier à aujourd'hui. Donc la vérité, elle est simple. Il y a des archéologues, il y a des détectoristes, et il y a des pilleurs. Mais ce ne sont pas les mêmes. Le détecteur qu'on utilise, lui, n'est ni bon ni mauvais. C'est juste un outil. Comme peut l'être la truelle pour l'archéologue, ou encore le scalpel pour l'historien. Ce qui compte vraiment, c'est ce que tu en fais. Ce que tu choisis de chercher. Ce que tu choisis d'honorer. Depuis des siècles, l'histoire dort sous nos pieds. Elle traverse les époques, elle survit aux guerres, aux royaumes déchus, ou encore aux civilisations perdues. Mais aujourd'hui, l'histoire, elle est menacée. Pas par le temps, mais par l'oubli. Par la cupidité, par l'arrogance. On accuse, on oppose, on généralise, on dit les détectoristes détruisent, on dit les archéologues sont corrompus et on dit aussi les musées cachent des trésors volés. Mais la vérité, elle est ailleurs parce que ce ne sont pas les objets qu'il faut sauver. Ce qu'il faut sauver, c'est le lien. Le lien entre nous et ceux qui nous ont précédés. Et ce lien, il ne se protège pas avec des discours, il se protège par le respect. Le respect du passé, le respect de ceux qui cherchent à comprendre, le respect de ceux qui parfois le trouvent par hasard, mais choisissent de le partager. L'histoire n'appartient à personne, ni aux musées, ni aux experts, ni au gouvernement. L'histoire, elle appartient à tout le monde. Mais pour qu'elle survive, il faudra arrêter de se battre autour d'elle. Il faudra comprendre que ce n'est pas l'outil qui fait le pilleur, mais que c'est l'intention de celui qui le tient. Et surtout qu'aucune blouse blanche, aucun certificat, aucun diplôme, aucun titre ne remplace la seule chose qui compte vraiment, l'honnêteté. Cette enquête, elle est dédiée à ceux qui respectent l'histoire, à ceux qui cherchent à la comprendre, et surtout à ceux qui refusent les amalgames. Ciao.